Pour la première fois, une série alliant le documentaire, la fiction et l'animation retrace l'histoire des Afro-Canadiens. Elle remonte le cours de 4 siècles marqués par l'esclavage, le combat, la résistance et la lutte pour gagner la liberté. Une histoire trop souvent occultée, c'est l'objet de notre grand angle. Mettre en lumière l'histoire de la communauté noire au Canada et des afro-descendants, c'est donc la mission de la série documentaire Afro-Canada diffusée par notre partenaire Radio-Canada dès ce samedi. Des historiens, des chanteurs, des danseurs, des comédiens ont participé à sa réalisation et parmi eux, Ali Ndiaye, mieux connu comme rappeur sous le pseudonyme de Webster. On va le retrouver en direct de Montréal. Bonjour et merci d'être avec nous. Alors, vous êtes également diplômé en histoire. C'était important pour vous de participer à cette série, de raconter l'histoire des afrodescendants comme elle n'avait jamais été racontée? Oui, tout à fait. Ça fait déjà une quinzaine d'années que je m'intéresse à cette histoire-là. Et donc, j'essaie toujours de trouver des nouveaux moyens de rendre accessible cette histoire-là. Et donc, pour moi, cette série documentaire tombait à point nommé. Eh bien, ne nous en dites pas plus pour le moment. Notre correspondante Catherine François est allée à la rencontre du réalisateur de cette série et elle nous fait découvrir un aperçu. Ce qui ferait de lui le premier noir de l'histoire canadienne. Et ce premier noir s'appelle Mathieu Dacosta. C'est pour faire découvrir son histoire et celle des afro-descendants du Canada que cette série documentaire a été tournée. C'est une série donc, qui porte sur ces 400 ans de présence afro-descendante sur le territoire, donc dit canadien, et comment nos gens ont réussi, premièrement, à s'adapter, s'intégrer et vivre aussi. Une des grandes causes de la présence afro-descendante et africaine dans les Amériques, c'est en raison de l'esclavage. 4 siècles de combats, de résistance, de lutte incessante pour gagner la liberté et le droit de vivre en paix. Liberté parce que beaucoup d'Afro-Canadiens sont des descendants d'esclaves que l'on a fait venir d'Afrique pour remplacer les populations autochtones décimées, notamment par les épidémies. 2 communautés réduites à la servitude par le colonisateur blanc. Il faut se rappeler que dans le contexte canadien, il y avait les 2 tiers d'esclaves étaient des Autochtones et l'autre tiers étaient des Afro-descendants. Donc, il y a vraiment un tissage serré entre ces 2 peuples-là. La série raconte aussi comment les Afro-descendants ont dû s'unir pour mener leur combat. Oui, la communauté est vraiment est au cœur de nos sociétés et de notre culture afro-descendante. Donc, la communauté, pour le documentaire, est un pilier de comment on raconte l'histoire. On a accès aux journaux de bord pour les bateaux, par exemple. On a accès à des avis de recherche dans les journaux. Le colonisateur, c'est son archive qu'on a. Comment on fait après? Il a fallu relever plusieurs défis pour réaliser cette série, comme le manque d'archives sur ce pan effacé de l'histoire. L'autre défi, c'était de faire ça dans la joie. Comme j'expliquais, on sort d'un passé où il y a eu plusieurs traumas, le déplacement de nos corps, l'agression de nos corps aussi, physique et légale des fois. Mais est-ce que nous, on va se replonger là-dedans ou on va trouver une façon de faire qui va nous rendre heureux? La série a fait appel à des historiens, comédiens, danseurs, chanteurs et artistes visuels issus des communautés afrodescendantes. Donc, c'est une histoire qui est racontée par nous, pour nous, mais bien sûr ouvert à toutes et à tous. Moi, je suis fier des 4 épisodes. Je suis fier de notre travail. Je suis fier de notre rencontre. Le réalisateur espère que cette série va permettre d'ouvrir de nouvelles pages dans les manuels d'histoire pour que les communautés afrodescendantes retrouvent la place qu'elles méritent dans l'histoire du Canada. Alors, selon vous, cette série va-t-elle permettre d'ouvrir de nouvelles pages dans les cahiers d'histoire? En tout cas, c'est une des missions que vous vous êtes donnée, car on vous voit dans le reportage aller à la rencontre des jeunes pour raconter une autre version de l'histoire. Oui, tout à fait. Il faut immanquablement, on doit revoir l'histoire canadienne qui a été écrite d'un point de vue très eurocentré, donc l'apport français, l'apport anglais, mais on parle très peu de l'apport autochtone et encore moins de l'apport africain et afrodescendant. Donc immanquablement, on doit rajouter des pages à nos manuels d'histoire. Différents formats ont été utilisés, aussi bien le documentaire, la fiction, l'animation dans cette série.
Pourquoi ce choix? Ben, en fait, pour moi, ça permet de toucher le plus de gens possible. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être touchés par la fiction, d'autres personnes par les animations, d'autres personnes par un contenu un peu plus didactique, si on veut. Donc, ça permet en fait d'élargir le spectre des personnes qu'on peut toucher et des manières de toucher les gens et comment ils peuvent absorber l'information. Une des assistantes de l'équipe de tournage confiait lors d'une interview qu'elle ne s'était pas vraiment intéressée à l'histoire à l'école, car dans les livres, on ne parlait pas de sa communauté. Vous entendez souvent ce genre de témoignages? Oui, tout à fait. Et surtout, quand on veut parler de l'histoire noire, de l'expérience noire dans les Amériques, c'est toujours à travers une lentille américaine, donc états-unienne. Donc, on connaît très peu l'histoire afro-québécoise, on connaît très peu l'histoire afro-canadienne. Et donc, c'est toujours comme si on crée un sentiment d'extériorité à l'expérience noire quand on parle du Canada et du Québec. Et donc, enfin, ça nous permet de comprendre notre propre histoire, notre propre apport à l'édification des sociétés québécoises et canadiennes. C'est vrai, vous avez raison. Quand on parle d'esclavage, on pense tout de suite aux États-Unis. Pourtant, c'était aussi une réalité au Canada. Quelle est la différence entre les Afro-Américains et les Afro-Canadiens? Mais si on parle d'esclavage, l'esclavage aux États-Unis, dans le reste des Amériques, était un esclavage qui soutenait une économie agraire, donc l'esclavage de plantation, l'esclavage qu'on connaît. Tandis qu'au Canada, c'était un esclavage domestique, parce que l'économie n'était pas une économie agraire. Donc, la différence, il y en a et il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'à travers l'histoire, on retrouve une dynamique transnationale. Des personnes comme, admettons, Harriet Tubman, qu'on appelait la Moïse du peuple noir, qui travaillait au sein, ou du moins qui militait au sein de l'Underground Railroad, est née aux États-Unis, mais a habité au Canada. Et donc, pour plusieurs personnes afrodescendantes, il y a cette espèce de jonction d'identité entre les États-Unis et le Canada. Donc, comme on dit, notre africanité ne s'arrête pas à la frontière. Le Canada a déjà une histoire compliquée avec les peuples autochtones. C'est encore plus difficile pour les Canadiens de voir cette page de l'histoire liée à l'esclavage? Oui, très certainement, parce qu'au Canada, on a effacé cette histoire-là. Donc, partout ailleurs dans les Amériques, les gens sont encore en contact avec cette histoire-là, mais le Canada s'est créé un mythe, j'ai envie de dire, de supériorité morale par rapport aux États-Unis, surtout qu'au 19e siècle, pour beaucoup de personnes asservies fuyaient les États-Unis pour venir se réfugier au Canada à travers le chemin de fer clandestin. Donc, ça nous a permis de nous donner le beau rôle par rapport à cette histoire-là. Et notre proximité avec les États-Unis fait que c'est toujours facile de pointer du doigt les États-Unis. Quand on parle de ségrégation, eh bien, on voit ce qui se passe aux États-Unis, mais il y avait des espaces ségrégés aussi au Canada. Quand on parle d'esclavage, on pointe le doigt aux États-Unis, mais on oublie notre esclavage, et ainsi de suite. Et donc, le Canada s'est donné le beau rôle, le Québec aussi, et a effacé finalement cette histoire-là de ses propres livres d'histoire. Il y a quand même des progrès qui sont faits pour vaincre le racisme. Selon vous, sont-ils suffisants? Je pense notamment aux réseaux sociaux. Est-ce qu'ils jouent un rôle positif, comme les mouvements Black Lives Matter? Ben, heureusement qu'il y a des progrès. Parce que s'il n'y avait pas de progrès, ça irait pas du tout. Et donc, oui, il y a des choses qui se passent, il y a des prises de conscience. Mais ce que je déplore, c'est que ça prend des morts, carrément. Il a fallu que George Floyd décède pour que la Terre s'arrête un moment et comprenne le rôle que la notion de race a joué dans l'éclosion du monde moderne. Et donc, on ne devrait pas avoir des meurtres, des gens assassinés pour que la société avance. Et donc ça, c'est un problème, oui, aux États-Unis, oui, au Canada, mais c'est partout en Occident. On doit comprendre le rôle de ces inégalités sociales qui sont liées très intimement à la notion de race et à notre histoire, que ce soit l'esclavage ou la colonisation. Pour terminer, une anecdote peut-être sur la série, quelque chose qui vous a particulièrement marqué lors du tournage? Pour moi, c'est la vivacité de ces jeunes que j'ai rencontrés. Ils avaient des questions qui étaient très pointues, très intelligentes aussi. Et donc, je crois qu'on ne donne pas assez crédit à nos jeunes et à l'image qu'ils peuvent se faire du monde et leur manière de décortiquer ce monde-là. Et donc, pour moi, ça a vraiment été une rencontre extraordinaire. J'ai beaucoup aimé cette interaction avec les jeunes-là. Et donc, je peux dire que j'ai autant appris de ces jeunes-là qui, je l'espère, ont pu apprendre de moi. Eh bien, merci à vous, Ali Ndiaye, d'avoir été avec nous.